Pour décrire l'époque, on va se créer une scène avec les éléments qu'on détient. Septembre 1871. Les feuilles des érables ont commencé à prendre une teinte orangée. J'imagine des pêcheurs de Valcartier, irlandais et écossais, qui lancent leurs lignes dans les eaux vives de la rivière Jacques-Cartier. Ils sont installés au pied des rapides, proches des énormes colonnes du pont de bois qui vient juste d'être construit, celui de la ligne Gosford-Québec. Par-dessus le bruit de l'eau, on perçoit graduellement le son de la pesante machine à vapeur qui s'approche tranquillement à 20 km/h en roulant sur des lisses de bois d'érable d'environ 4 pouces de large par 6 pouces de haut. Finissent par passer sur la tête des pêcheurs la locomotive et son nuage de fumée, avec un wagon de passagers et plusieurs autres remplis du bois coupé en haut du lac Saint-Joseph. Le train passe devant les grands déserts pour entrer dans le 40 arpents des Hurons. Il ralentit sur la terre du Wendat Isaac Sébastien en passant devant sa grange et sa maison pour laquelle il s'était battu plusieurs années auparavant. Il s'arrête devant le moulin à Cardé-la-Laine. La gare était au coin de la réserve, à l'intersection des terrains de Wendat et de Canadiens français, au patelin qu'on appelait la Longue Queue. Cette petite communauté était sise à l'autre bout du chemin qui menait à Lorette, au pied de la montagne de Val-Bélair. Des passagers débarquent à cette gare nommée Lorette, Saint-Ambroise ou Longue-Queue. Quelques-uns vont se reposer à l'hôtel de M. Drolette et profiteront de la buvette qui l'y tenait. D'autres prennent la diligence qui les attendait pour aller au village. Le train, lui, continuera jusque dans Saint-Sauveur. Les chevaux se mettent alors en chemin. On entendait la scierie de l'heureux gratter le bois et on aperçut rapidement M. Savard qui travaillait à sa forge. On passe devant les établissements de Hulbert, l'entrepreneur de la voie de train. En chemin, on croise des daigles qui s'en retournaient chez eux à la montagne à Bonhomme, dans leur petite communauté, au-dessus de la montagne de l'autre bord du 40 arpents. Le voyage de 3 km nous fait croiser quelques habitations et voitures de ferme avant d'arriver aux portes de Loretteville. On y croise le curé François Boucher dans la rue, entre ce qu'on dit être un hôtel et l'église. Enfin, on arrive au pont qui traverse la rivière Saint-Charles. La scène est impressionnante.
On y voit les moulins qui puisent leur énergie à même la chute Kabir Kuba. On est à l'entrée de ce qu'on appelait à l'époque Indian Lorette, aujourd'hui Wendake. À ce moment-là, on pouvait d'ailleurs y rencontrer 3 générations des Paul Picard. Le plus jeune était notaire, son père était marchand et chef, et l'autre était plutôt âgé. Le site proche de la rivière avait récemment fait l'objet d'une histoire racontée par De Gaspé, celle de la légende du grand serpent de Lorette. De Gaspé y aurait rencontré le grand Louis, un Wendat du village, qui aurait donné sa version de l'histoire qui relate les débuts du village. Les premières phrases du récit de Gaspé, publié en 1866, donnent un autre détail important. Le grand Louis dit, dans les mots de l'auteur, que les visages pâles auraient frustré sa tribu d'un certain fief ayant nom Saint-Gabriel. J'arrête donc le récit ici. Lorette se situe effectivement dans la seigneurie Saint-Gabriel, aussi perçue comme faisant partie de l'ancien Sillery, et De Gaspé souligne que cette dernière aurait été enlevée des mains des Wendat. Cette histoire nous pousse donc à explorer les origines de l'histoire de Lorette et de ses environs. Je vais donc présenter ce que je connais et gardons en tête qu'il existe toujours d'autres éléments à découvrir présentant un angle différent de la même histoire.